Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc avant de vous expliquer ce qu'est en fait Doctovius, donc pourquoi cette chaîne existe, il faut que je vous raconte une histoire. Tout a commencé en fait en janvier 2025 avec un ami, donc Gaël, quand on se rencontre à la salle de sport. À l'origine, en fait, notre objectif c'était de lancer une startup. Et l'idée nous est venue en fait d'un problème très simple qu'on avait. C'est qu'en fait, avec notre groupe d'amis à la salle, on essayait régulièrement d'organiser des activités ensemble. Donc, par exemple, des escape games, c'est pas des soccer. Mais en fait, à chaque fois, c'était compliqué parce qu'il fallait d'abord trouver une date où tout le monde était disponible. Il fallait vérifier les créneaux disponibles pour l'activité. Il fallait ensuite avancer l'argent pour certains. Donc en vrai, ça devenait vraiment un casse-tête. Alors on s'est demandé, mais pourquoi il n'existe pas une plateforme qui permettrait de simplifier tout ça? Et notre idée donc c'était de créer une application qui permettrait en fait de centraliser l'organisation des activités de groupe. Pour vous présenter un peu le truc, l'utilisateur il pourrait voir directement en fait les créneaux disponibles, réunir plusieurs personnes sur une même réservation et pourquoi pas en fait profiter des tarifs préférentiels grâce à des partenariats avec les entreprises de loisirs. On imaginait en fait même récupérer des heures creuses de certains prestataires pour proposer des offres moins chères. On aurait un peu en fait une solution gagnant-gagnant. L'objectif en fait c'était un peu de tester aussi l'idée avant d'investir davantage. Et donc à ce moment-là en fait on choisit de rejoindre le Pool. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le Pool c'est un incubateur à Rennes. Et honnêtement, ça a été une expérience incroyable. On a rencontré des personnes qui travaillaient sur des projets complètement fous, genre un peu à la SpaceX. Je me souviens, il y avait un mec qui voulait transporter des matériaux sur la Lune, ou je sais plus quoi, un truc. Vraiment, c'était un truc de dingue, quoi, tu vois. Mais surtout, en fait, on était accompagné par quelqu'un qui avait lui-même déjà vécu en fait l'aventure entrepreneuriale. Et donc, il s'appelle Alexis. Et avant ça, en fait, lui, il avait lancé une plateforme de revente de sneakers entre particuliers. Et son projet avait vraiment pris une super belle ampleur, parce qu'il avait réussi à signer des partenariats avec des boîtes comme Nike ou Adidas. Donc vraiment, tous les voyants étaient ouverts. Et simplement, avec l'arrivée de la guerre en Ukraine, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Et donc, son projet n'a jamais pu en fait avoir le succès qu'il aurait dû avoir. Et l'un des premiers conseils en fait qu'il nous a donné, c'était de ne pas construire un produit avant d'avoir vérifié qu'il répondait réellement à un besoin. Et on a commencé à se lancer dans une étude de marché. Donc, on est allé interroger des étudiants, notamment donc à Rennes Business School, pour savoir un peu si ça les intéressait. Et de leur côté, en fait, les retours étaient vraiment très positifs. Simplement, notre modèle, il reposait pas seulement sur les clients, parce qu'en fait, donc, comme cible, on avait choisi, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, on avait choisi les étudiants comme cible plutôt. Mais notre modèle, en fait, il reposait aussi sur les entreprises qui proposaient des activités. Et on avait donc commencé à les contacter pour comprendre en fait leur fonctionnement et voir s'ils étaient prêts à potentiellement travailler avec nous. Et c'est là qu'on a rencontré plusieurs problèmes. Donc la première idée qu'on avait, donc, c'était de négocier des tarifs préférentiels sur des créneaux peu demandés. Et on imaginait que certaines entreprises auraient intérêt à remplir leurs heures creuses plutôt que de laisser leurs installations vides. Et en soi, sur le papier, ça semble logique, hein. Mais en fait, en réalité, déjà, le premier constat, c'est que beaucoup de ces heures creuses, en fait, correspondent à des heures en fait, où les gens travaillent déjà. Par exemple, je sais pas, un mardi à 14h. Même si tu es à moins 50%, tu vas pas venir parce que en fait, tu dois bosser, quoi. Donc c'est pas possible. Et surtout, on a aussi découvert qu'en fait, justement à ces heures-là, plusieurs structures préféraient tout simplement fermer l'entreprise pour ne pas payer les salariés inutilement. Et en fait, elles concentraient leur ouverture sur les heures d'affluence. Et donc en fait, notre principal argument, il perdait une grande partie de sa valeur. On avait aussi imaginé centraliser les réservations et les paiements pour simplifier l'organisation des groupes. Mais là encore, en fait, beaucoup d'entreprises possédaient déjà leur propre système de réservation et de paiement en ligne et ils n'avaient pas envie de passer sur autre chose et même ils ne voyaient pas forcément l'intérêt.
Donc petit à petit, en fait, on s'est rendu compte que ce qu'on proposait, ça ressemblait plus à un outil qu'à une véritable innovation. Et que même en fait, si le service pouvait être pratique, bah, on avait du mal à identifier ce qui pouvait nous différencier réellement et ce qui empêcherait en fait d'autres acteurs de potentiellement reproduire ce qu'on faisait déjà et voire même de faire mieux. Donc il fallait qu'on change de direction. Là, il n'y avait pas le choix, il fallait qu'on change de direction. Et justement, à cette période, en fait, Gaël, il a rejoint, en parallèle de Happy Meet, il a rejoint un autre projet. Je ne sais plus si je l'ai dit, ouais, notre projet s'appelait Happy Meet, mais bref. Et en fait, donc son projet, ça s'appelle donc Thump MMA, qui existe toujours. C'est un média consacré donc au MMA. Et leur stratégie était simple en fait, c'était d'organiser des jeux concours au début pour faire gagner des places à l'événement et de demander aux participants en fait de s'abonner en échange pour pouvoir potentiellement être sélectionnés dans le tirage au sort. Et ça fonctionnait, hein. Très rapidement, leur communauté a commencé à s'agrandir. Et en observant cela, en fait, nous, on s'est dit, en fait, au lieu de créer une plateforme d'activité, est-ce qu'on ne devrait pas faire justement un média aussi, mais autour des activités? Et suite à ça, on a donc quitté le pool. Petit à petit, on s'est rendu compte que la logique startup ne nous correspondait pas totalement. C'est vrai que dans les startups, il faut avancer vite, il faut tester rapidement, il faut prendre des risques, chercher une croissance importante. Et nous, à ce moment-là, on était plus en mode envie de construire quelque chose à notre propre rythme. Toujours quand même en gardant une cadence, mais plus différent. Je pense que c'était vraiment quelque chose de plus simple, de plus naturel. Et je pense qu'au fond, ça correspondait mieux à nos personnalités. Et c'est justement à cette période bien précise qu'un troisième membre va rejoindre l'aventure. Donc l'aventure Happy Meet. C'est Max. Et Max, en fait, c'est un ami de la salle qui faisait justement beaucoup d'activités avec nous. Et au départ, quand on lui a présenté le projet, on lui a proposé de rejoindre le groupe et il n'était pas particulièrement intéressé parce qu'il avait l'impression de ne pas avoir grand-chose à apporter. Mais lorsqu'en fait on a commencé à parler de la nouvelle idée de média autour des activités, là son regard a changé parce qu'en fait Max, lui, il fait de la photo et de la vidéo. Il avait en fait mis un peu cette passion de côté depuis quelques temps, mais en fait là du coup Happy Meet, c'était l'occasion pour lui de en fait s'y remettre sérieusement. Et donc cette fois il était partant. Et à partir de là en fait Happy Meet a commencé à prendre une forme complètement différente. Voilà, donc l'idée c'était vraiment de créer un média qui partirait à la découverte des activités, qui testerait, qui les présenterait et qui permettrait aussi aux gens de découvrir un peu les activités qui existent autour de chez eux. Notre modèle était assez simple. L'objectif c'était d'abord en fait de construire une audience et une image de marque. On voulait créer du contenu, gagner des abonnés et devenir en fait progressivement une référence, on va dire locale, un peu dans le domaine. Une fois que la communauté serait construite, on pourrait ensuite commencer à envisager des partenariats avec des entreprises, des publications sponsorisées ou des collaborations pour mettre certaines activités en avant. Mais avant tout ça, il fallait justement qu'on attire du monde et qu'on gagne des abonnés. Et pour ça, en fait, on a simplement reproduit la technique de Thump, donc du média de Gaël. C'était d'organiser des jeux concours avec les entreprises qu'on allait visiter et de faire gagner des places donc aux participants des jeux concours. En sachant qu'on boostait les publications, on mettait 10 € par publication pour qu'il y ait le plus de participants possible. On a donc commencé à se positionner sur les activités. À l'époque, il y avait déjà plusieurs médias qui parlaient des restaurants et des bars, mais beaucoup moins qui étaient sur les activités de loisirs. Et on s'est dit que du coup, il y avait peut-être une place à prendre. Donc nos premières expériences n'ont pas toujours été simples. Je me souviens notamment d'Encore, en fait, c'est un action game à Rennes, et on avait demandé si on pouvait potentiellement filmer à l'intérieur. Sauf qu'en fait, sur le papier, c'est une bonne idée, mais comme c'est un action game, une sorte d'escape game en fait, une fois que tu as filmé la chose, en fait, il n'y a plus d'intrigue pour ceux qui ont vu la vidéo. Et donc, potentiellement, logiquement, ils ont refusé, ce qui était compréhensible. On a fait aussi, donc après, on a fait du bowling, on a été au bowling de Cap-Malo, on a aussi fait l'acrobranche Forêt Adrénaline. Et ce qui était vraiment drôle avec le recul, c'est que en fait, on faisait tout pour la première fois.
Première fois devant une caméra, première fois à filmer des activités, première fois à monter du contenu sur les réseaux sociaux. Et au début, on était tous assez mal à l'aise avec la caméra. Et en fait, une fois que la caméra allumée, l'activité lancée, bah, tu finis par oublier qu'elle est là. Et on s'est vraiment créé des bons souvenirs. On s'est tapé vraiment des bonnes barres. Et c'était vraiment incroyable. Après, techniquement, c'était pas toujours parfait. Parce qu'en fait, de base, c'est vrai qu'on faisait un peu les rats, on voulait pas trop investir au niveau matos. Et on avait commencé avec une vieille caméra à moi. Donc c'était une GoPro, je sais plus de quelle année, 2017. Donc la résolution était pas terrible et on pensait qu'en fait les faibles résultats qu'on avait au début, ça venait en partie de ça. Du coup, on a commencé à tous investir. Moi, donc j'ai acheté une caméra, c'était une DJI pour justement avoir une meilleure qualité. Et Max, lui en parallèle, il a acheté aussi des appareils vraiment pro, donc plusieurs milliers d'euros. Et petit à petit, on a commencé à mettre en place une véritable organisation. On publiait régulièrement sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. Chacun avait son rôle, en fait, il y en avait un qui s'occupait du montage, un autre des publications et des miniatures, et un autre en fait de la planification des activités. On essayait de sortir du contenu de manière régulière, donc voilà, constante, et de professionnaliser progressivement notre fonctionnement. Malgré tous les efforts, les résultats ne sont pas arrivés en fait aussi vite qu'on l'espérait. On progressait un peu, mais on gagnait vraiment pas beaucoup d'abonnés. Je pense à cette période, on était à peu près à 300, 400, c'était pas fou. Et c'est là qu'on a en fait découvert une autre réalité de la création de contenu, c'est qu'en fait publier du contenu régulièrement, ça garantit pas forcément le succès. Et on s'est aussi confronté à un autre problème, c'est qu'en fait à Rennes, le nombre d'activités est assez limité et on commençait à manquer en fait de sujets. On allait bientôt en fait plus pouvoir faire de publications ayant fait le tour des activités. Et aussi ça coûte en fait parce qu'à chaque fois on payait les activités. On se faisait pas inviter par les marques, donc c'était pour notre poche à chaque fois. Et c'est vrai qu'à la fin ça commençait à faire un petit budget tous les mois. Une activité par semaine, ça commençait à représenter un peu d'argent, donc ça commençait à être un peu plus chaud. Et on a donc réfléchi à élargir notre ligne éditoriale et aller vers d'autres thématiques comme par exemple les restaurants et les bars afin de pouvoir proposer davantage de contenu. Et pendant ce temps, Max, vu qu'il avait lui aussi investi pas mal d'argent dans des matériels de photos et de vidéos, il a commencé à se lancer en tant qu'indépendant. Et Happy Meet, du coup, c'était un peu un moyen pour lui de s'entraîner, d'améliorer ses compétences et de construire potentiellement un portfolio pour ses futurs clients. Mais je pense qu'avec le recul, en fait, à cette période, c'était le premier tournant. Il y a eu un premier tournant qui s'est produit dans le sens où, au début, on était vraiment tous les trois focus et centrés sur le même projet. Et petit à petit, en fait, chacun a commencé à développer ses propres ambitions. Gaël, il s'investissait de plus en plus dans Thump, donc le média de MMA. Il y a Max qui commençait à développer son activité de photo et de vidéo en freelance. Et donc même si Happy Meet existait toujours, c'était plus forcément la priorité numéro 1 pour tout le monde. Et voilà, à l'époque, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément remarqué immédiatement. Mais en fait, là, en vous racontant l'histoire aujourd'hui, je pense qu'à ce moment-là, c'est à ce moment-là que nos trajectoires ont commencé à légèrement s'écarter. Mais ça s'est fait de manière naturelle, c'était sans conflit, on est toujours potes même aujourd'hui. Mais simplement parce que chacun en fait avait aussi ses propres projets. Et je pense que ça a eu du coup un impact direct sur Happy Meet. On a commencé à faire des tournages un peu moins fréquents. On avait moins de temps du coup pour produire du contenu et on commençait à ralentir le rythme. Petit à petit, il y avait des dates de publication qu'on respectait pas dans le planning et moi ça me stressait un peu. Bon, je suis de nature un peu carré, j'aime bien quand on se tient au planning, quand tout rentre un peu dans les cases et j'avais l'impression qu'on arrêtait de publier. J'avais l'impression que si on arrêtait de publier régulièrement, on allait perdre un peu la dynamique qu'on avait réussi à construire.
Et donc, je continue à chercher des idées pour maintenir le projet en mouvement. Et jusqu'ici, comme je disais, on était principalement porté sur les activités. On a commencé à s'élargir au resto. Et malgré tout, ça restait assez limité. Et on a voulu en fait commencer à expérimenter d'autres choses. Donc ça, c'est un peu moi qui l'ai amené. C'est vrai que c'était un peu moi qui l'ai amené. Et comme les autres n'avaient pas forcément d'idées, c'est vrai que du coup, on a commencé à faire ça pour ne pas manquer de contenu. Donc on a commencé à explorer les micro-trottoirs, des formats plus spontanés, des concepts qui pouvaient aussi être tournés rapidement et qui avaient potentiellement plus de chances de toucher un public large. Et honnêtement, moi, ça m'a redonné de l'énergie. Je trouvais qu'en fait, on retournait un peu à nos débuts de l'aventure. On était en train de faire quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Donc c'était le début des nouvelles premières fois. Voilà, première fois qu'on aborde quelqu'un dans la rue pour un micro-trottoir. Première fois qu'on teste des formats orientés plus divertissement. Et j'avais l'impression de progresser et d'apprendre des nouvelles choses. Et je pense que ça a été une chose... en fait, après ça, il y a une période qui va tout changer. Je me souviens en fait d'un soir, on était avec Gaël, on s'était fait un resto, on était en ville, donc à Rennes. Et depuis quelques temps, en fait, je pensais à contacter des créateurs de contenu justement locaux, donc sur Rennes, pour essayer de collaborer avec eux. Et l'idée en fait était simple, c'était que si on voulait se faire connaître, il fallait potentiellement se rapprocher des personnes qui avaient déjà une audience dans la ville. Et ce soir-là, en fait, en sortant du restaurant, on est tombé sur le livreur du futur qui venait récupérer une commande dans un restaurant juste à côté de là où on était. Et là, je me suis tourné vers Gaël et je lui ai dit mec, c'est maintenant, faut qu'on y aille. Et donc on l'a fait. On lui a présenté notre projet et on lui a dit qu'en fait, on aurait bien aimé réaliser une interview avec lui. Et à notre grande surprise, c'est quelqu'un de super humain qui est vachement dans l'entraide et il a directement accepté. Et donc, en fait, après quelques messages sur Instagram, le tournage était lancé. Et ça, c'était début 2026. Et c'est là qu'on a eu du coup notre premier vrai succès pour moi. On a donc réalisé une interview avec le livreur du futur et là, les chiffres ont vraiment complètement décollé. On a eu un short qui a dépassé les 200 000 vues sur YouTube. On a une vidéo longue qui a fait plusieurs milliers de vues. Et pour nous, c'était énorme parce que jusqu'à maintenant, nos vidéos longues, on va dire, sur YouTube, elles faisaient quelques dizaines de vues, voire quelques centaines. Mais en fait, au même moment, il y a eu un autre changement qui était en train de se produire en interne dans l'équipe. C'est qu'en fait, Max a rejoint Gaël dans Thump, donc le média de MMA. Et Happy Meat continuait d'avancer, mais de plus en plus lentement. Et le gain de vue qu'on avait eu lié à la collaboration avec le livreur du futur a fini par s'estomper. On commençait à faire des vues lambda, donc un peu les stats qu'on faisait avant. Et forcément, la motivation du groupe, elle est un peu redescendue. Ajouté à cela, le fait que Max ait rejoint Thump, il avait encore moins de dispo dans les dates pour les tournages. Donc les disponibilités devenaient compliquées, les priorités ont changé. Et même pour moi, en fait, j'avais changé de travail, donc j'avais moins de temps qu'auparavant. Et avec le recul, je pense pas qu'Happy Meat se soit arrêté pour une seule chose. Je pense surtout que nos visions ont fini par diverger. Et c'est normal parce que pendant cette période, j'avais envie de découvrir plein de nouvelles choses. Je me mettais dans plein de nouveaux sports, je testais des nouvelles activités, je sortais aussi davantage de ma zone de confort. Et j'avais envie aussi qu'Happy Meat reflète cet état d'esprit. Et j'aimais l'idée de pouvoir en fait explorer un peu tout, de tester, de découvrir, d'expérimenter, de faire en fait ça, des nouvelles premières fois. Et à l'inverse, je pense que certains membres de l'équipe auraient peut-être préféré quelque chose de plus précis, de plus spécialisé, ou simplement voyaient peut-être Happy Meat un peu au second plan, comme un petit projet sympa entre potes. Et du coup, je pense qu'on petit à petit, en fait, on regardait plus exactement tous dans la même direction. Mais en fait, le problème, c'est quand personne ne prend le temps vraiment de mettre les choses à plat. Et nous, on faisait très peu de réunions, on parlait rarement de la vision à long terme. On avançait beaucoup dans l'action, mais pas forcément dans l'alignement. Et avec le recul, je pense que j'ai ma part de responsabilité là-dedans. J'avais tendance à vouloir beaucoup compenser. Moi, je voulais vraiment pas arrêter le projet, je voulais continuer coûte que coûte.
C'était un peu comme une relation de couple, quoi. Je voulais, voilà, quand il manquait quelque chose, je le faisais. Quand il fallait relancer, je relançais. Mais à force, je pense que je me suis aussi retrouvé à porter un poids qui devenait de plus en plus lourd. Et en fait, là, récemment, j'ai réalisé quelque chose, c'est que on peut pas tirer un projet collectif seul. Et certes, à plusieurs, on peut aller beaucoup plus loin, mais seulement si tout le monde avance dans la même direction. Sinon, en fait, tu finis par faire du surplace. Et c'est ce qui était en train d'arriver avec Happy Meet. Et c'est probablement la plus grande leçon que j'ai tirée avec cette aventure, parce qu'au fond, Happy Meet, ça m'a pas seulement appris à filmer, à monter des vidéos ou même à gérer un projet, mais Happy Meet, en fait, ça m'a surtout appris ce qui me passionnait vraiment. C'était en fait la découverte, la curiosité, les questions, comprendre les gens, comprendre les phénomènes qui nous entourent, plus largement comprendre le monde. Et en fait, j'avais pensé au début faire une chaîne seulement dédiée au psoriasis, parce qu'en fait, c'est un sujet qui occupe, qui occupe plus maintenant, mais qui a occupé une place vraiment très importante dans ma vie. J'en ai souffert pendant plusieurs années, je trouvais pas de solution. J'ai été voir des dermatos, rien n'a marché, et j'avais un peu l'impression qu'il n'existait pas vraiment de solution à cette maladie. Et j'ai réussi à trouver plusieurs solutions, et j'avais envie d'aider justement les personnes qui traversaient un peu les mêmes difficultés. Et en parlant avec un ami, il m'a dit le sujet est certes intéressant, mais en fait tu risques de faire vite le tour. Si tu n'abordes qu'une seule maladie, il faut peut-être que tu vois un truc un peu plus large. Et en y réfléchissant, je me suis dit qu'il avait raison. Et j'ai commencé donc à élargir ma réflexion. En fait, au départ, j'ai pensé aux maladies, faire pas seulement du coup le psoriasis, mais d'autres maladies. Ensuite, j'ai commencé à élargir à la santé. Puis j'ai vu encore quelque chose d'encore plus large. Et c'est à ce moment-là en fait que Doctobius est né. L'objectif de Doctobius, il est assez simple. C'est de partir de questions que beaucoup de gens se posent et d'essayer d'y apporter des réponses les plus complètes et les plus honnêtes possibles. Et pour ça, je vais m'appuyer sur plusieurs choses. D'abord sur les faits, donc des études scientifiques et des connaissances véritables, donc lorsque c'est possible. Et ensuite, donc le raisonnement, parce qu'il n'existe pas toujours une réponse toute faite à chaque question. Et enfin, je m'appuierai sur des expériences de vie, des témoignages ou des histoires personnelles, lorsque celles-ci permettent d'apporter en fait, on va dire, un autre regard sur le sujet. Et l'idée derrière ça, c'est vraiment pas de détenir la vérité absolue, mais c'est d'essayer d'explorer des questions complexes avec curiosité, esprit critique et ouverture d'esprit. Que ces questions tournent autour de la santé, la psychologie, les sociétés, les technologies, je sais pas moi, même l'intelligence artificielle, l'univers, ou simplement des grandes interrogations que tout le monde se pose tous les jours. Parce qu'au final, en fait, comprendre le monde, c'est aussi mieux se comprendre soi-même. Et c'est exactement là que j'ai envie d'aller avec Doctobius. Donc, bienvenue à vous sur la chaîne et moi je vais vous laisser là et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Salut l'équipe, ciao!